Il est intitulé, mon texte, « Contribution de l'ALMA à la renaissance de l'UNIKIN ». En réalité, pour moi, il s'agit de la contribution des anciens. Parce que si l'ALMA aujourd'hui est considéré comme un petit machin, mais les anciens en tant que groupe, ce n'est pas un petit groupe. Donc la contribution des anciens étudiants à la renaissance de cette université qui s'appela tour à tour, Université Lovanium, Université nationale du Zaïre, campus de Kinshasa et aujourd'hui Université de Kinshasa, tel est le thème général de ce premier congrès organisé par l'ALMA, une association que certains parmi vous connaissaient à peine encore jusqu'il y a quelques jours. Parler de la renaissance de l'UNIKIN, c'est sous-entendre que cette université serait en fait en état de mort clinique et qu'il faudrait que si certaines réformes fondamentales sont préalablement engagées pour changer l'homme congolais, qui à son tour créerait un nouveau cadre propice au véritable décollage du Congo. C'est pourquoi notre propos s'articulera autour de questions majeures ci-après. 1. Quelle est l'envergure ou la capacité de l'ALMA pour que sa contribution attendue à la renaissance de l'Université de Kinshasa puisse avoir un véritable impact? 2. Le cadre propice au décollage du Congo reposerait sur quel pilier? 3. Quelles réformes structurantes engagées pour mettre en place un tel cadre? 4. Quelles réformes engagées pour faire renaître l'université congolaise en général et l'UNIKIN en particulier? Puis ensuite la conclusion et quelques recommandations. Primo, l'ALMA, une force de proposition sans équivalent dans l'histoire de la République démocratique du Congo. À première vue, l'ALMA est une association comme on en rencontre un peu partout dans le monde. Un groupe de gens qui se réunit de temps en temps pour évaluer les actions menées dans tel ou tel secteur de la vie de cette association. On voit l'épanouissement scientifique, social et moral de ses membres en vue d'une meilleure contribution à l'effort du développement national. 2. Promouvoir l'esprit de solidarité et d'entraide entre les membres. 3. Contribuer à la réhabilitation et à la promotion des valeurs, des traditions, des principes et des pratiques universitaires hérités de l'Université Lovanium. 4. Apporter son concours au maintien, au développement d'un enseignement et d'une recherche scientifique de qualité sur le site du Mont-en-Bas. Ces préoccupations sont loin d'être négligeables pour l'ALMA. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle constitue le principal centre d'intérêt de ce congrès. Mais, conscient qu'au-delà de ces préoccupations communes à toutes les associations de cette nature, la situation des crises structurelles que traversaient et traversent encore leur pays, la situation des crises structurelles que traversait leur pays imposait une réponse appropriée. De leur part, les fondateurs de l'ALMA avaient ajouté une 5e mission à leur association, la plus importante à nos yeux, à savoir contribuer à la recherche des solutions appropriées aux problèmes du développement et du devenir du pays. Fin de citation. C'est donc de par la volonté clairement exprimée par ses fondateurs que l'ALMA s'était hissée dès sa naissance au rang d'une redoutable force de proposition en devenir. Une immense machine à mobiliser qui malheureusement n'a pas été jusqu'ici à la hauteur de cette formidable ambition. Et pourtant, le père fondateur avait tout prévu en instituant un membership on ne peut plus ouvert. En effet, sont potentiellement membres de l'ALMA les 3 catégories ci-après. 1. Tous les hommes et toutes les femmes qui, depuis 1954, sont passés par cette université comme étudiants inscrits, même le temps d'un petit trimestre. C'est ainsi que l'actuel Premier ministre, qui n'a fait qu'une année
à l'UNIKIN, qui est allé terminer son cursus à Brazzaville, a été sensible lorsqu'on est allé le voir pour lui demander sa contribution. Et il a effectivement contribué de façon assez substantielle. 2. Les hommes et les femmes qui y ont travaillé ou y travaillent aujourd'hui sont membres de l'ALMA. 3. Leur progéniture. Alors là, évidemment, la population s'accroît de façon exponentielle parce que la progéniture de tous ces anciens-là, c'est par dizaines de milliers qu'il faut les compter. Par ailleurs, il a été historiquement démontré que bien avant la généralisation du téléphone portable et des réseaux sociaux, la solidarité dans le monde estudiantin n'était pas un vain mot. En effet, lorsque les futurs anciens, c'est-à-dire les étudiants comme ceux-là qui sont dans cette salle, de l'Ovadium, de l'UNASA ou de l'UNIKIN s'engageaient dans une quelconque revendication d'envergure nationale, leurs camarades des autres universités ou instituts supérieurs du pays leur emboîtaient le pas de manière quasi automatique, non seulement par simple solidarité, mais aussi et surtout par conviction. Cela s'est produit du temps de l'Ovanium, certes, mais aussi à l'époque de l'UNASA et plus récemment encore sous l'UNIKIN. Qu'on se souvienne simplement de cette réponse d'une étudiante de l'ISP Gombe à qui, suite aux manifestations estudiantines réprimées dans le sang le 4 juin 1969, le magistrat instructeur posait la question de savoir s'il s'était retrouvé dans cette manifestation un peu par hasard. Cette dernière répondra fermement et sans ambages qu'elle n'y a pas été comme simple spectatrice, mais bien comme une actrice à part entière, qui a pris une part active de bout en bout. En 1980, en dépit d'un encadrement politique plus strict, désormais assuré par la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution, JMP en sigle, les étudiants de l'Université nationale du Zaïre campus de Kinshasa, sous la conduite du célèbre comité Nzogu, vont déclencher une revendication qui va embraser les 3 campus universitaires du pays, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Plus récemment encore, l'occupation éphémère de la ville de Bukavu par un groupe armé rebelle, naviguant à contre-courant du processus de réunification décidé en 2002 dans les accords de Sand City, provoquera le soulèvement simultané de la quasi-totalité des étudiants de la République démocratique du Congo. Le voilà le vrai enjeu. Avec l'avènement du téléphone portable pratiquement dans chaque case et la généralisation des réseaux sociaux, l'ALMA pourrait mobiliser des dizaines de milliers de gens pour porter ses idées sur le devenir du Congo. Et ce, d'autant plus facilement qu'elle bénéficierait quasi automatiquement du soutien des associations sœurs, comme l'association des anciens de l'université de Lubumbashi, de Kisangani, de l'IPEN, ISTA, ISP et j'en passe. En fin de compte, sur des questions portant sur la survie de la nation, c'est l'adhésion de la quasi-totalité de l'intelligentsia congolaise qui lui serait acquise pour peu que les idées et les propositions avancées soient pertinentes. Dès lors, pourquoi, avec de tels atouts, se contenter de ne faire que des propositions pour la renaissance en solo de l'UNIKIN, renaissance du reste fort improbable, alors que les statuts de l'ALMA lui assignent une mission plus large? Notre conviction, qui est sans doute aussi celle des fondateurs, est que depuis des décennies, pour ne pas dire depuis 1960, au dire de Mabika Kalanda, notre pays est en proie à une crise profonde. Une crise dont l'intensité peut baisser par moments, sans pour autant laisser place à un véritable redressement dans les secteurs vitaux de la nation. Cette crise est tellement profonde qu'il serait illusoire d'envisager dans un tel contexte la renaissance de la seule UNIKIN sans préalablement changer en profondeur le cadre global dans lequel évolue cette université. Pour nous, en effet,
C'est le cadre global dans lequel évolue cette université qu'il faut d'abord changer pour espérer atteindre l'objectif sectoriel de sa renaissance. Or, pour changer ce cadre global, il faut ni plus ni moins un autre homme, un Congolais nouveau, dont le regard sur ce patrimoine commun appelé République démocratique du Congo serait totalement différent. Du coup, la première réforme à entreprendre serait donc celle de changer l'homme congolais. Changer l'homme congolais, c'est du reste répondre enfin aux souhaits exprimés depuis le 30 juin 1960 jusqu'à ce jour par non seulement les différents responsables politiques, mais aussi par les scientifiques. En effet, de Joseph Kasavubu à Joseph Kabila, en passant par Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila et Patrice Lumumba, tous les hauts dirigeants politiques de ce pays, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, ont exprimé et continuent d'exprimer, chacun avec ses mots, le même vœu, celui de voir les Congolais adopter un nouveau comportement, susceptible de libérer tout leur potentiel d'énergie, afin que, exploitant au mieux les atouts matériels et humains dont ils disposent, le pays s'engage résolument sur la voie du développement fulgurant. Du côté des intellectuels et autres penseurs congolais, depuis le célèbre auteur du Manifeste de conscience africaine paru en 1956, dont les plus connus sont Joseph Albert Malula, Joseph Iléo et Joseph Ngalula, jusqu'à Félix Maloua Kalenga, devenu populaire suite à sa déclaration à la Conférence nationale souveraine 1992, en passant par Auguste Mabika Kalanda, auteur de la remise en question, base de la décolonisation mentale, paru en 1955, Valentin Yves Moudimbe, Ilunga Kabongo, pour ne citer que cela, ce vœu a même, pour certains, été transformé en une ébauche de solution à cette problématique. Pour eux, il faut remettre en cause le système actuel de gestion gouvernementale hérité de la colonisation, afin de le remplacer par un nouveau système, fruit de ce que le professeur Maloua Kalenga appelle la révolution de l'intelligence. Sans cette révolution de l'intelligence, monsieur le professeur Kayembe Zongola, il ne serait pas possible de rompre avec la mentalité du colonisé pour véritablement mettre sur pied les piliers d'un nouveau Congo. Quels sont ces piliers? Ces piliers, c'est d'abord un système éducatif et de recherche entièrement repensé et doté d'au moins 5 milliards de dollars pour l'éducation et au moins 1 milliard de dollars pour ressusciter la recherche scientifique. Un plan décennal de 20 milliards pour mettre en place un réseau, pour construire 3000 km de routes bitumées par an. Un plan décennal de 20 milliards pour mettre en place un réseau de centrales hydroélectriques couvrant l'ensemble du territoire national. Un plan décennal de 20 milliards pour la mise sur pied d'un réseau de chemins de fer entièrement alimenté par l'énergie hydroélectrique. Réhabiliter et moderniser l'infrastructure sanitaire avec un minimum annuel de 1 milliard. Monter en 10 ans l'armée la plus intelligente et la plus professionnelle du continent, avec au moins un budget annuel d'1 milliard. Asseoir une magistrature digne d'un état de droit coûtera annuellement pas moins de 600 millions de dollars. Une police performante dans ses différentes composantes et correctement équipée a besoin d'au moins 600 millions par an. Une territoriale de développement, c'est une territoriale de proximité, maîtrisant effectivement l'espace national. Elle a besoin d'au moins 400 millions par an de dollars. De l'eau potable pour tous en moins de 10 ans requiert un investissement annuel d'au moins 400 millions. Faire du Congo une véritable puissance agricole d'ici à 10 ans est tout à fait possible pour peu que le gouvernement accompagne les investisseurs privés et les paysans avec un minimum annuel de 400 millions. Une diplomatie de développement fondée sur le recrutement d'un personnel diplomatique à la hauteur de la nouvelle donne coûtera annuellement au moins 300 millions.
Destination touristique potentielle de premier choix, la RDC peut devenir une grande attraction pour le reste du monde en investissant annuellement au moins 300 millions. Implanter des bibliothèques de proximité, promouvoir le cinéma et le théâtre, généraliser l'audiovisuel et banaliser l'Internet sont autant de puissants moyens pour construire et consolider la cohésion nationale, dont le coût annuel en investissement ne peut être inférieur à 300 millions. Valoriser et développer les sports à l'heure du sport business est un investissement hautement rentable, dont la mise minimum annuelle doit être de 300 millions. Tel est le portrait, le profil d'un Congo réellement debout qu'il faut d'abord mettre en place avant d'envisager la renaissance de l'université congolaise comme conséquence naturelle du décollage définitif de ce pays. Mais ce Congo-là ne verra pas le jour avec le mode actuel de gestion et de mobilisation de ressources qui, avec un budget actuel de 5 milliards, permet d'espérer un accroissement annuel moyen de tout au plus 20, 30, 40, même 50%. Il faut radicalement changer le mode de gouvernance pour pouvoir mobiliser dès l'année prochaine 20 milliards de dollars américains. Une telle prouesse managériale suppose non seulement un changement de méthode de mobilisation des ressources, mais aussi un changement radical du comportement de l'homme congolais. Alors, quelles sont ces réformes structurantes qu'il faut entreprendre pour changer l'homme congolais? Le tableau d'un Congo enfin debout sur ses deux pieds, tel qu'il vient d'être dessiné si haut, ne peut devenir une réalité palpable que s'ils sont engagés en amont de réformes en profondeur touchant le comportement et la mentalité du Congolais. Dans un ouvrage collectif intitulé « Pour un changement de leadership à la République démocratique du Congo » et comme sous-titre « Stratégie et mode opératoire de la nouvelle gouvernance », publié en 2008 chez l'Harmattan, et dans un second ouvrage à paraître intitulé « République démocratique du Congo, objectif 2035 », préalable une vraie émergence en 20 ans, l'ALMA propose déjà une série de réformes permettant de transformer l'homme congolais. Il s'agit en gros de changer ce citoyen complaisant actuel pour en faire un citoyen gendarme, capable d'exercer son double rôle de patron du Congo et gardien qui protège jalousement ce patrimoine commun. Il y est en effet question de mettre dans la tête de chaque Congolais l'image d'un Congo propriété de tous les Congolais, à protéger comme la prunelle de ses yeux. Et dans la tête de chaque dirigeant congolais, l'image d'un pouvoir d'État tellement lourd à porter, tellement difficile à exercer, que près de 90% de ceux qui se battent aujourd'hui pour y accéder en auraient désormais très peur et décideraient ipso facto de changer de métier. Il faut hélas constater qu'aujourd'hui, faute d'argent, ceux qui ont réellement vocation à servir leur pays se trouvent en réalité exclus de la compétition électorale, tandis que ceux qui ont amassé des fortunes de façon parfois souvent douteuse se retrouvent pratiquement seuls dans une compétition électorale où l'achat des consciences, c'est-à-dire l'achat des voix, n'est pas l'exception, mais plutôt la règle. D'après nous, en effet, au lieu de crier à chaque élection au scandale de l'achat des consciences, il faut plutôt se demander comment rendre impossible une telle félonie. En effet, la non prise en compte par les législateurs du niveau de conscience politique des uns et des autres lors de la répartition des responsabilités citoyennes des électeurs est de loin plus condamnable que l'exploitation politique de cette faille entretenue par le système politique en place. Nous savons tous pourtant qu'un citoyen parfaitement conscient de la valeur inestimable de sa seule voix
ne se mettrait jamais à la brader contre un t-shirt, une bière ou un petit billet. Pourquoi dès lors continuer à fermer les yeux sur un tel système électoral, manifestement conçu pour ne pas laisser émerger les meilleurs d'entre nous dans la compétition visant la gestion de la commune, de la province ou du pays? Pour mettre définitivement fin à cette vilaine pratique, nous croyons avoir trouvé la formule qui permet de créer à partir de ce qui existe une nouvelle réalité politique, susceptible de sécréter un nouveau type de Congolais. Il s'agirait en fait d'appliquer à un domaine nouveau une vieille formule qui est à la base de la prospérité économique et sociale de l'Occident depuis plusieurs générations. La division du travail, principe cher à Frédéric Taylor, père de l'Organisation scientifique du travail, est en effet ce sésame qui ouvrirait sur un monde complètement nouveau s'il était appliqué au Congo dans le domaine politique. Car autant la division du travail et la spécialisation qui en découle est au cœur de la prospérité économique et sociale de l'Occident depuis plus d'un siècle, autant la division du travail citoyen serait cette innovation politique qui déclencherait en Afrique et ailleurs une véritable révolution de gouvernance et d'éthique dans la sphère étatique. Le principal mérite de cette formule résiderait dans le fait que, tout en prenant en compte la capacité réelle de chaque citoyen électeur, elle n'exclurait personne de l'échiquier politique. Bien au contraire, tous les 40 millions d'électeurs congolais, estimation de 2017, seraient toujours des acteurs à part entière. Seulement, cette formule prend soin de placer l'électeur qu'il faut à l'élection qu'il faut. C'est Alvin Toffler qui, dans Le Nouveau Pouvoir, paru chez Fayard en 1991, donne un schéma correspondant à cette nouvelle vision du monde bâtie sur la division du travail, même en politique. À la base de la pyramide, il y aurait, selon lui, les localistes, ou ceux qui, compte tenu de leur conscience politique du moment, ne pourraient donner le meilleur de leur citoyenneté qu'au niveau local. Au deuxième étage, il y aurait les provincialistes, ou ceux qui ne peuvent être performants que jusqu'au niveau de la province ou de l'État fédéré. Et au troisième étage, il y aurait les nationalistes, ou ceux dont la conscience politique permet d'avoir une parfaite maîtrise des enjeux nationaux et internationaux. Il prévoit même la place des continentalistes et des mondialistes. Selon cette logique, la dictature du modérateur m'empêche de continuer, je suis obligé de résumer. Selon cette logique, la situation idéale qu'aucune démocratie au monde n'a encore pu atteindre à ce jour est celle où, dans un pays donné, tous les citoyens seraient à la fois localistes, provincialistes, nationalistes, continentalistes et mondialistes. C'est après avoir opéré une telle division du travail entre les citoyens congolais que tous les défis dressés devant nous pour développer le Congo, et perçus jusqu'ici comme hors de portée, deviendraient tout à coup parfaitement maîtrisables. Alors, qu'est-ce que je retiens pour vous? Il faut quand même vous parler de quelques réformes indispensables qu'il faut entreprendre au sein de l'université. Les réformes les plus urgentes à mener au sein de l'université congolaise en général, et de l'UNIKIN en particulier, devraient selon nous porter sur 3 axes, à savoir, primo, le mode de désignation des autorités académiques et facultaires. 2. Le pouvoir d'évaluer leurs enseignants, reconnus aux étudiants. 3. Le pouvoir d'évaluer leurs encadreurs, reconnus aux assistants ou chefs de travaux. Là, je rejoins peut-être quelque part ce que Monseigneur Plevout se disait encore hier ou avant-hier. Donc, il faut qu'on trouve des mécanismes permettant de désigner mieux, de trouver la possibilité de mieux choisir les responsables au niveau de l'université et au niveau des facultés, une formule plus démocratique que celle qui est pratiquée aujourd'hui. Conclusion. Changer la mentalité du Congolais
Tous les leaders politiques successifs l'ont préconisé depuis 60 jusqu'à ce jour, sans hélas jamais arriver à mettre en œuvre les réformes requises pour ce faire. Pas plus tard que le 26 janvier dernier, le chef de l'État a publiquement reconnu que son seul regret en 17 ans de pouvoir était de n'avoir pas réussi à changer l'homme congolais. Certains s'étonnent de l'influence toujours considérable d'un pays comme la Belgique sur le dossier congolais dans les relations internationales, près de 60 ans après l'indépendance du Congo. Ils perdent de vue qu'aux yeux de ses partenaires de l'OCDE, ce pays est le meilleur connaisseur pas seulement du Congo, mais aussi et surtout du Congolais, et donc le partenaire idéal pour sous-traiter ce dossier. Ceci est une précieuse indication du fait que la décolonisation mentale à laquelle Mabika Kalanda a invité les Congolais de l'aube de l'indépendance formelle du 30 juillet 60 n'a toujours pas eu lieu. Or, sans cette décolonisation mentale, les Congolais n'arriveront pas à changer le regard qui porte encore aujourd'hui sur leur pays, le Congo. Un regard non pas de propriétaires, mais plutôt de gardiens pour compte d'autrui, d'un formidable patrimoine qui ne lui rapporte qu'un salaire de misère. La clé qui ouvre sur l'appropriation et donc sur le développement fulgurant du Congo est dans la tête de chaque Congolais, qui doit désormais abandonner la mentalité actuelle de coloniser et donc d'éternel assisté pour celle de véritable acteur de son propre développement. La mentalité du développement est ce que Jean-Pierre Kaya, dans la théorie de la révolution africaine, appelle la mentalité pharaonique, celle de bâtisseurs, d'entrepreneurs et de conquérants. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce n'est pas nécessairement par mauvaise foi que les dirigeants successifs ont laissé perdurer la mentalité d'éternel assisté dans le chef des Congolais. Certains ne savaient peut-être pas quelles mesures prendre pour amorcer cette décolonisation mentale et déclencher la révolution de l'intelligence dans l'ensemble de l'appareil étatique. Aujourd'hui, cette excuse n'a plus lieu d'être, parce que nous savons désormais comment placer dans le cerveau du Congolais ce nouveau logiciel qui lui permettra d'ouvrir les yeux sur un monde qu'il ne soupçonnait même pas. En découvrant qu'il est en fait et en droit le seul propriétaire d'un patrimoine fabuleux, son premier réflexe sera de le placer sous bonne garde, sous bonne gestion, d'où l'impératif qu'il s'imposera de mettre immédiatement en place un dispositif on ne peut plus rigoureux de sélection des meilleurs gestionnaires au triple plan moral, éthique et intellectuel. Ce dispositif permet de ne garder sur l'échiquier électoral, de la base au sommet, que les 40 millions de voix qui valent de l'or. Les 40 millions de voix qui ne peuvent jamais être bradées. Les 40 millions de voix qui ne laissent émerger aucun médiocre. Bref, tout en maintenant chaque Congolais dans ses droits les plus sacrés, les plus légitimes, la prouesse qu'offre cette formule providentielle baptisée division du travail citoyen est effectivement la clé qui permet au Congo de retrouver sa place en Afrique et dans le monde. Alors, qu'est-ce que je pourrais proposer comme recommandation? La première recommandation qui est la principale, celle de changer l'homme congolais, part de l'idée que le principal défi à relever par les Congolais étant celui de mettre fin à l'exploitation politique de l'ignorance des enjeux mondiaux, continentaux, sous-régionaux ou nationaux, nous devons être prêts, nous anciens de l'Ovanium Unasa Unikin, à faire opérer la révolution de l'intelligence proposée depuis la conférence nationale souveraine par un de nos membres fondateurs, le professeur Félix Maluakalenga, en adoptant à l'issue de ce congrès le principe de la division
du travail citoyen comme base de l'organisation politique, sociale et institutionnelle à mettre en place dans notre pays. Nous devons en effet, avant de solliciter l'appui quasiment assuré, comme je l'ai démontré, de nos concitoyens anciens de l'université Lubumbashi, de Kisangani, de Louvain ou d'ailleurs, chercher d'abord à obtenir l'adhésion de nos propres membres. Car, pour changer en profondeur la société congolaise, c'est toute l'intelligentsia congolaise qu'il faudra mobiliser. Deuxième série de recommandations, changer la face de l'université congolaise. À notre avis, si on veut changer la face de l'université congolaise, il faut démocratiser le mode de désignation des autorités académiques et facultaires. 2, il faut donner aux étudiants le pouvoir d'évaluer objectivement leurs formateurs. 3, il faut donner aux assistants et aux chefs de travaux le pouvoir d'évaluer leurs encadreurs. Merci pour votre aimable attention. Comme vous l'avez remarqué, il y a le thème général, c'est la contribution des anciens à la renaissance de l'université de Kinshasa. Mais en réalité, il s'agit de réfléchir sur la manière de faire en sorte que l'université congolaise en général puisse prendre un nouveau départ. Parce que vous aurez remarqué qu'en une cinquantaine d'années, l'université de Kinshasa, qui s'appelait à l'époque Lovanium, est passée de premier rang au niveau négro-africain, c'est-à-dire l'Afrique noire, à on ne sait plus à quel niveau, parce qu'elle n'est même plus classée parmi les 200 premières universités africaines. C'est donc une situation qui interpelle tout à fait urgemment les anciens de cette université pour qu'ils se demandent comment arrêter cette descente aux enfers. Bosimba na basala lokumu ya Kongo na biso.